on va commencer. Je voudrais dire qu'il y a 308 personnes connectées en ce moment. C'est absolument extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. On ne s'attendait pas du tout à ça. Donc vraiment, France Parkinson, on vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle série de webinaires qu'on a voulu sur la recherche, qu'on a intitulé Rendez-vous recherche. Voilà, c'est le nom qui correspondait le plus à ce qu'on voulait faire. Et en fait, on s'est rendu compte lors des Parlons Recherche, un événement qu'on organise chaque année dans différentes villes en France, que beaucoup d'entre vous nous avaient demandé de reprendre les rendez-vous France Parkinson qu'on avait proposés pendant la période du Covid. Ça avait été très apprécié et vous avez été nombreux à nous demander de le refaire. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas reprendre un webinaire dédié vraiment à la recherche. Donc, ce qu'on va faire, on va vous proposer régulièrement d'écouter des chercheurs sur une thématique spécifique, hein, et on vous laissera le temps de poser des questions après la présentation de ces chercheurs. Donc, aujourd'hui, c'est le premier épisode de cette nouvelle série Rendez-vous recherche, et on va parler des hallucinations et des troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson. Et c'est bien sous l'aspect de la recherche que nous allons aborder cette thématique. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Jevita Potigadou, qui est une chercheuse à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, et je lui laisserai le temps de se présenter. Et elle est accompagnée par Madame Muriel Barat, qui est une personne vivant avec la maladie de Parkinson. Et ce binôme chercheur-personne vivant avec la maladie, c'est vraiment un peu le fil rouge de cet événement, de cette nouvelle série, parce qu'on a vraiment souhaité, qu'on abordait des aspects plus cliniques de la recherche, d'avoir vraiment un binôme chercheur et personne vivant avec la maladie. Donc avant de laisser Jevita et Muriel se présenter, juste quelques points sur le déroulé et les règles d'organisation. Donc il va d'abord y avoir une présentation où les deux oratrices vont parler, vont échanger. À la fin, il y aura un temps pour répondre à vos questions. Et en fait, au cours de leur présentation, il y aura aussi des sondages auxquels vous pourrez répondre en scannant le QR code qui sera à l'écran. Ces sondages nous permettront de débattre, de parler de différentes choses selon vos réponses. Comme je l'ai dit, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R qui est en bas à droite de votre écran. Écrivez les questions au fur et à mesure et voilà, on essaiera de les noter, on essaiera de répondre au plus de questions possible. Mais comme vous êtes très nombreux, voilà, ça va pas être facile de répondre à toutes les questions. Comme je l'ai dit, on essaiera de les mettre de côté et d'y répondre dans un deuxième temps et de mettre ces réponses à disposition. Et juste pour vous dire, une fois là, c'est enregistré, et donc une fois que ce sera fini, cette présentation sera disponible en replay sur notre site internet, sur la chaîne YouTube de France Parkinson. Donc je vais arrêter de parler, je vais laisser la parole à nos deux invités d'aujourd'hui, Jevita et Muriel. Je vais peut-être d'abord vous laisser vous présenter et après, Jevita, je te laisse commencer la présentation. En tout cas, merci d'être là, merci d'avoir accepté de participer à ce premier épisode. Et juste pour vous dire, il y a 350 personnes connectées en ligne. Merci Marie. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc peut-être Muriel, je te laisse te présenter un petit peu et puis moi je partagerai après la présentation et je me présenterai aussi. Voilà, donc moi j'ai la maladie de Parkinson depuis 2018, qui est diagnostiquée en 2018, mais avec des signes bien avant. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à cette étude menée par Madame Potigadou et suite à une consultation médicale où le médecin m'a posé des bonnes questions et m'a permis d'intégrer cette étude. Merci Muriel. Ben, merci Marie, merci à France Parkinson d'avoir organisé ce webinaire. Je suis très très honorée, très contente d'y faire, de présenter en cette début d'année. Donc, je suis Jevita Potigadou, je suis neuropsychologue clinicienne et je travaille comme chercheuse et coordinatrice de recherche à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Je vais peut-être partager ma présentation. Alors, très bien.
Vous voyez bien? Oui, en tout cas, moi, je la vois. Parfait. Donc aujourd'hui, pour ce premier webinaire de l'année, je vous parlerai des hallucinations et des troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson. Comment, dans notre laboratoire, on fait la recherche à la fois en laboratoire, mais aussi à distance, à domicile, auprès des patients. Donc, je veux vous présenter un petit peu notre équipe de recherche qui travaille essentiellement sur une partie de notre équipe qui travaille sur la maladie de Parkinson. Comme je le disais, je suis neuropsychologue à la base et coordinatrice des recherches que nous avons ici au sein de notre laboratoire qui se trouve en fait à Genève. Et notre directeur du laboratoire, c'est le professeur Olaf Blanke, qui est neurologue également. Et voici un peu toute l'équipe de recherche. Nous avons des assistants de recherche qui sont spécialisés en neuropsychologie et pour l'accueil des personnes malades, des patients qui viennent participer à nos recherches. Nous travaillons aussi beaucoup avec les cliniques, les structures hospitalières dans la partie romande, la partie francophone de la Suisse. Et donc, c'est grâce à ces médecins et chercheurs que nous avons la possibilité d'accéder aux personnes malades, aux patients avec la maladie de Parkinson, qui se portent volontaires à nos recherches. Donc, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet en vous présentant un petit peu ce graphique sur l'évolution des symptômes dans la maladie de Parkinson. Vous le savez sans doute, en général, les personnes consultent parce qu'il y a principalement les symptômes moteurs qui se présentent, qui sont handicapantes dans la vie de tous les jours. Mais il existe aussi toute une famille, toute une série de symptômes non moteurs que vous voyez ici en dessous, qui commencent en général bien avant les premiers symptômes moteurs. Le début de ces symptômes non moteurs arrive parfois 10-15 ans avant l'apparition des troubles moteurs. Donc, vous voyez ici des troubles du sommeil, l'anxiété, les douleurs, l'apathie. Mais parmi aussi ces troubles non moteurs, on constate qu'il y a ce qu'on appelle des hallucinations. Ici, les hallucinations mineures et structurées et aussi des troubles cognitifs qui vont progresser en général chez un certain nombre de patients au cours du temps et au fur et à mesure que la maladie va progresser. Donc, avant de vous parler concrètement de ces hallucinations, j'aimerais voir un petit peu parmi les patients qui nous regardent, qui nous écoutent, leur poser la question sans savoir exactement ce que sont ces hallucinations, ou peut-être qu'il y en a qui le savent déjà. Depuis le début de la maladie de Parkinson, avez-vous eu des hallucinations ou pensez-vous avoir eu des hallucinations de manière occasionnelle ou fréquente? Donc, j'invite les personnes qui ont la maladie de Parkinson de prendre leur téléphone et de scanner ce QR code. Donc, vous verrez en même temps comment progressent les réponses. C'est complètement anonyme. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous demanderai d'être aussi honnête que possible pour répondre. Je vous laisse un peu de temps et puis on peut voir au fur et à mesure les réponses des patients. Donc là, pour le moment, on a environ un peu moins de 61 personnes qui répondent. Pour le moment, majoritairement non. On attend encore un petit peu. Donc là, ça s'est arrêté. On est à 100.
Donc, ça progresse encore. Donc, voilà. Je vous reposerai encore la question au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation. Peut-être que les réponses vont changer ou pas en fonction de ce que je vais vous dire, de ce que je vais présenter. Donc là, on voit 53% de réponses non, donc des personnes qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas fait l'expérience d'hallucination de manière occasionnelle ou fréquente. Donc 53% contre 47% qui ont répondu oui. Donc je pense qu'on peut passer à la dia suivante. Donc c'est sur les 129 personnes qui ont répondu à la question. 130. Donc voilà. Alors, je vous reposerai la question par la suite pour ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre, pour qu'on avance aussi dans la présentation. Donc, c'est quoi les hallucinations? Les hallucinations sont des perceptions qui arrivent, qui surviennent quand il n'y a en général rien autour. Donc, on peut percevoir, ressentir, voir ou entendre des choses qui ne sont pas réellement là, qui n'existent pas. On sait que ça touche environ 12% de la population générale. Donc, chacun dans sa vie pourrait avoir vécu une hallucination une fois, selon certaines conditions, une insomnie prolongée, une grosse fatigue, un stress émotionnel important. Donc, ça peut arriver. Et en général, ça se produit quand on est éveillé à n'importe quel moment de la journée. Donc, ce n'est pas à confondre avec le rêve ou au moment où on somnole un petit peu. Et ça peut se manifester à travers différents sens. Si la vision est touchée, on parle d'hallucination visuelle. Si c'est plutôt auditif, on entend des voix, des bruits, des sons qui ne sont pas réellement là, on parle d'hallucination auditive, ou tactile, avec parfois des sensations de toucher, etc. Mais on sait aussi que les hallucinations peuvent survenir lorsque on a une atteinte au cerveau. Ça peut être une maladie neurologique ou psychiatrique. Ça peut aussi être chez des personnes qui ont un accident vasculaire. Donc, il y a pas mal de maladies ou de circonstances différentes concernant une atteinte au cerveau qui pourraient provoquer ces hallucinations. Alors, dans la maladie de Parkinson, souvent, c'est quoi ces hallucinations dans la maladie de Parkinson? Au début, je vous parlais d'hallucinations dites mineures et des hallucinations structurées. Donc, dans la maladie de Parkinson, ce qu'on a souvent constaté, que c'est un sujet assez difficile à aborder. Régulièrement, les hallucinations sont associées à la psychiatrie. Il y a un tabou autour de ce sujet. Les gens aussi ont peut-être peur de dire qu'ils font l'expérience de certaines choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Donc, on va voir un petit peu comment cela se présente chez les personnes qui ont la maladie de Parkinson. D'abord, les hallucinations sont une réalité dans cette maladie. Ça concerne jusqu'à 60% des personnes qui ont la maladie de Parkinson. Et aujourd'hui, on pense que c'est dû à la maladie elle-même, donc intrinsèque à la maladie. Et dans certaines circonstances, ça peut être exacerbé par le traitement dopaminergique. Souvent, on avait attribué les hallucinations uniquement du fait de prendre des médicaments comme un effet secondaire, mais maintenant, les recherches qui se font un peu partout dans le monde tendent à penser que c'est dû à la maladie elle-même. Par exemple, il y a des personnes qui vont à leur première consultation sans avoir eu de traitement dopaminergique, elles peuvent développer aussi des hallucinations. Et on sait que ces différentes hallucinations vont progresser avec l'évolution de la maladie. Et à l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas ou peu de traitements efficaces. Donc, comme je disais, on peut distinguer deux types d'hallucinations dans la maladie de Parkinson. Les hallucinations mineures et les hallucinations structurées. Donc, d'abord, c'est quoi ces hallucinations mineures? Il y en a trois sortes. Donc, on va parler d'hallucination de présence. C'est le fait de sentir comme s'il y avait quelqu'un à côté ou derrière soi, mais en réalité, il n'y a personne. Souvent, les personnes qui ont ce genre d'hallucination me disent, voilà, à chaque fois, je dois me retourner pour vérifier s'il y a quelqu'un ou pas, parce que je ne suis pas sûre. Je sens comme s'il y a quelqu'un
par-dessous mon épaule, quelqu'un à côté de moi. Parfois même alors qu'il n'y a pas de place derrière eux pour qu'il y ait quelqu'un qui se tienne debout. D'autres types d'hallucinations, il y a ce qu'on appelle les hallucinations de passage. C'est assez subtil, ce genre d'hallucination. C'est l'impression qu'une personne ou un animal passe sur les côtés, sur la périphérie du champ visuel. Et c'est assez mal distingué. Donc, ça peut être comme si une ombre ou quelque chose qui passe sur les côtés. Et le troisième type d'hallucination mineure, là, on parle d'illusion visuelle. C'est cette impression de voir quelque chose à la place d'un objet réel. On a l'impression de voir un animal à la place d'un buisson, des feuilles qui bougent et qui prennent la forme d'un visage, des taches sur le sol qui se mettent à bouger comme un insecte, ou le tuyau d'arrosage qui donne l'impression de bouger comme un serpent. Donc, ce sont ça, ces hallucinations mineures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type d'hallucination concerne, dans les études qui ont été faites, environ 50% des personnes avec la maladie de Parkinson. Et en général, elles débutent vraiment au premier stade de la maladie très tôt. Et c'est vrai que c'est très peu exploré en milieu clinique, peut-être jusqu'à pas si longtemps. Donc, parfois, les neurologues et les médecins, même si ils posent la question aux patients de savoir s'ils ont des hallucinations ou pas, mais ce genre de petites hallucinations qui arrivent au tout début de la maladie ne sont pas forcément explorées. Donc, du coup, il est possible que dans certains cas, on passe un peu à côté. Et ce que la recherche montre aussi, c'est que souvent, ces hallucinations vont progresser vers ce qu'on appelle des hallucinations structurées. Donc, avec le temps, ça va évoluer. Et comment ça va évoluer? En fait, au fur et à mesure que la maladie va progresser, d'autres types d'hallucinations qu'on appelle structurées peuvent apparaître. Donc, ce n'est pas systématique, mais c'est ce qui est remarqué en général. Les personnes avec la maladie de Parkinson vont développer ce qu'on appelle des hallucinations visuelles, c'est voir par exemple des personnes, des animaux, des objets, des scènes qui ne sont pas réelles, qui n'existent pas. J'ai des personnes, des patients qui me disent voir par exemple leurs petits-enfants chez eux ou dans le jardin, alors qu'ils savent très bien que les petits-enfants ne sont pas là, habitent très loin, et ils se rendent compte que ce sont des perceptions erronées qu'ils sont en train de vivre. Il y a aussi des hallucinations dites tactiles, c'est l'impression de sentir comme si quelqu'un vous touchait, des insectes qui marchent sur la peau, donc c'est moins fréquent. Disons que dans la maladie de Parkinson, en termes d'hallucinations structurées, on va surtout voir des hallucinations dites visuelles. Donc, je voulais partager avec vous un témoignage de quelqu'un avec la maladie de Parkinson qui raconte ce sentiment de présence qu'on appelle les hallucinations de présence. J'espère que tout le monde pourra entendre J'ai ce correctement. sentiment de présence. Quelqu'un derrière moi. La première fois, mais c'était vraiment flagrant. J'en ai eu froid dans le dos, quoi. C'est-à-dire de sentir quelque chose au-dessus de l'épaule gauche et d'aller chercher derrière parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Donc voilà un exemple, un court extrait d'un témoignage d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson et qui raconte cette hallucination de présence. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté, expliqué un peu les différentes formes d'hallucination qu'on peut retrouver dans la maladie de Parkinson, je vous repose la question, est-ce que depuis le début de la maladie de Parkinson, pour les patients, pour les personnes qui en sont atteintes, est-ce que certains d'entre vous avaient déjà eu ou ont actuellement une ou plusieurs de ces hallucinations que j'ai mentionnées? Donc, je vous laisse un peu de temps pour y répondre. On est à 84 personnes. Je pense que la première fois, on était à plus de 130 personnes qui avaient répondu.
Donc, on va essayer d'avoir à peu près le même nombre qu'avant. Donc, je vous rappelle, c'est complètement anonyme. Donc, on ne saura pas qui a répondu et de quelle manière. Donc, on est à 131 personnes. Donc, on voit déjà à partir de ces quelques secondes, minutes allouées pour répondre à cette question que la tendance a changé. Donc, à la première question, au début, vous étiez environ 57% à avoir répondu non. Et maintenant, vous êtes 45% à avoir dit non. Donc, 55% d'entre vous estiment avoir eu ce genre d'hallucination depuis le début de la maladie de Parkinson. Donc, on voit bien la différence dans les réponses avant d'avoir pris connaissance de ces différentes formes d'hallucination et maintenant. Donc, on est à 56%. On va attendre encore jusqu'à 150 personnes qui répondent. Donc, on vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Voilà, ça reste plutôt stable, 152. Donc, vous êtes 56% à avoir répondu oui, avoir vécu une ou plusieurs de ces hallucinations que j'ai mentionnées précédemment. Eh bien, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans nos études lorsqu'on interroge les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. On constate que environ 65% d'entre eux répondent avoir déjà vécu ces hallucinations, contre 35 qui n'ont jamais fait l'expérience de ces hallucinations. Donc, ça, c'est globalement. Maintenant, si on regarde un petit peu quelles sont la proportion de personnes qui ont des hallucinations à modalités différentes, on constate là, en bleu, c'est ce qu'on appelle des hallucinations mineures, et en rouge, les hallucinations beaucoup plus structurées. Donc, celles-ci vont arriver plus tôt dans le cours de la maladie. On constate que pas mal de personnes rapportent et vivent ce genre d'expérience d'hallucination mineure, à savoir l'hallucination de passage, de présence et les illusions visuelles. Et pour en être sûr, on a fait aussi une étude en ligne, donc comme un sondage à travers différentes associations, dont France Parkinson, avec mon collègue Louis Albert. Et on a aussi eu à peu près les mêmes pourcentages, à savoir 63% des personnes rapportent avoir vécu ce genre d'hallucination, contre 37% qui n'en ont jamais fait l'expérience. Et ici aussi, on voit cette tendance à les gens qui rapportent plus fréquemment des hallucinations mineures, donc ces hallucinations de présence, de passage et des illusions visuelles. Et les hallucinations visuelles, elles arrivent, finalement, il y a un peu moins de personnes qui y répondent. Peut-être aussi parce que elles sont aussi un peu au début de leur maladie. Donc, voilà un petit peu en résumé ces différentes hallucinations et pourquoi cet intérêt pour l'étude des hallucinations.
Eh bien, depuis pas mal de temps, les différentes personnes qui se sont intéressées à cette thématique dans la recherche ont constaté que ces hallucinations, finalement, pourraient représenter un facteur de risque important vis-à-vis des facultés cognitives, du déclin cognitif et potentiellement de la démence dans la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il fallait mettre en évidence, qu'il fallait étudier pour pouvoir lier les deux phénomènes, les hallucinations d'un côté et les troubles cognitifs de l'autre. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce que c'est la cognition et les troubles cognitifs, les facultés cognitives sont toutes ces fonctions que notre cerveau nous permet de faire, de porter attention, de communiquer, d'apprendre, de mémoriser, de se concentrer. Donc, toutes ces facultés font partie des différents domaines cognitifs. Donc, dans la maladie de Parkinson, on peut avoir des déficits de la cognition. Donc, au fur et à mesure, les facultés cognitives vont diminuer. Et ceci peut être objectivé, peut être mesuré à travers des tests dits cognitifs, effectués par des neuropsychologues. Peut-être que certains d'entre vous, donc Muriel, toi tu as eu aussi une évaluation cognitive à un moment donné dans ton parcours de santé. Bien sûr, oui. Pour évaluer ces différentes fonctions cognitives. Eh bien, dans la maladie de Parkinson, on parle d'un spectre de troubles cognitifs. Ça veut dire que tout le monde ne va pas forcément être touché de la même manière. Et souvent, c'est un début un peu insidieux. On parle de plaintes cognitives subjectives. Ça veut dire que ce sont les personnes elles-mêmes qui remarquent certaines choses, qui vont rapporter à leur médecin ou à leurs proches des troubles de la concentration, des difficultés à s'organiser dans la vie de tous les jours, de trouver ces mots, des oublis fréquents. Donc souvent les personnes me disent devoir revenir sur des pages de leur livre parce que elles ont oublié un petit peu ce qu'il y avait au début. Donc ce sont ces plaintes cognitives qui vont un petit peu alerter au départ ces personnes-là. Et puis ces plaintes cognitives peuvent évoluer et on va parler de troubles cognitifs légers, ce qu'on appelle mild cognitive impairment en anglais. En fait, contrairement aux troubles cognitifs légers, lorsqu'on propose des évaluations neuropsychologiques aux personnes qui rapportent des plaintes subjectives, bien souvent, dans la majorité des cas, leurs performances cognitives sont normales. C'est-à-dire que pour chaque score qu'ils vont avoir dans les différents tests, leurs performances vont se situer dans les normes, comme une personne du même âge, du même sexe, du même niveau scolaire. Donc, il n'y a pas de signe objectif de détérioration ou de déficit cognitif. Et ce qui se passe, c'est que souvent, ces plaintes cognitives restent un petit peu dans l'oubli et puis les patients ne sont pas forcément suivis parce que finalement, les tests montrent qu'il ne faut pas s'inquiéter malgré les plaintes cognitives. Et puis, on parle de troubles cognitifs légers et là, c'est important de noter que ici, c'est objectivé par les tests, les différents tests de mémoire, d'attention qu'on va proposer, qu'on va faire aux personnes lors du bilan neuropsychologique. On note des troubles, ce qu'on appelle des fonctions exécutives, c'est toutes des capacités mentales et cognitives qui sont sollicitées lorsqu'on a des tâches complexes, lorsqu'on a beaucoup de choses à organiser, pour des choses non routinières et des capacités attentionnelles. Donc, ceci va être attesté, va être mis en évidence par les évaluations cognitives. Et puis, l'avancement, la progression des troubles cognitifs peuvent, dans certains cas, environ 30% des cas, évoluer vers une démence, où là, toutes les fonctions cognitives sont sévèrement affectées, notamment la mémoire, avec la perte d'autonomie, les capacités mentales qui diminuent drastiquement et de manière très importante, avec une répercussion, un impact très important dans la vie quotidienne. Donc, j'en reviens à ce lien entre hallucination et déficit cognitif.
Eh bien, les différentes études en laboratoire, toutes les analyses qui ont été faites jusqu'à présent ont déjà mis en évidence ce lien entre les troubles cognitifs et les hallucinations visuelles. Ce lien est bien établi. Il y a plusieurs études qui le montrent. Mais le problème, c'est que les hallucinations visuelles, souvent, elles arrivent assez tardivement au cours de l'évolution de la maladie. Et comme ça arrive assez tardivement, on estime que, en fait, toute la détérioration, tous les dysfonctionnements au niveau cérébral sont aussi importants. Donc, nous, ce qu'on a voulu essayer de faire, on n'est pas les seuls, il y a d'autres recherches qui se font aussi ailleurs dans le monde, c'est de s'intéresser plutôt en premier lieu aux hallucinations mineures. Donc, celles-ci, les hallucinations de présence, les hallucinations de passage et les illusions visuelles, parce qu'on pense que comme il y a cette évolution potentielle entre hallucinations mineures et hallucinations plus visuelles, plus structurées, il faut s'intéresser à ces hallucinations pour pouvoir établir les liens directement à un stade beaucoup plus en amont, beaucoup plus précoce, de ces liens avec des potentiels troubles cognitifs, et que jusqu'à présent, ces liens, en fait, sont assez flous et on n'a pas pu les établir clairement. Pourquoi? Parce que souvent, les patients qui rapportent ce genre d'hallucinations mineures peuvent avoir des plaintes cognitives, mais quand on compare leur performance à ces tests cognitifs avec ceux des personnes qui n'ont pas d'hallucination, souvent on remarque que leurs performances sont finalement similaires. Donc qu'ils aient des hallucinations mineures ou pas, il n'y a pas de différence entre eux. Et donc on pense que peut-être que ces tests neuropsychologiques ne sont pas suffisamment sensibles pour aller détecter de manière précoce et subtile ces déficits cognitifs qui peuvent déjà commencer en amont, bien avant que ça se dégrade, ça péjore au fur et à mesure de la maladie. Et l'autre problème, c'est qu'on manque de méthodes fiables pour pouvoir à la fois tester ces hallucinations et leurs liens avec les troubles cognitifs. En général, pour pouvoir étudier des hallucinations en laboratoire, il faut soit aller directement dans des régions du cerveau. Ça s'est fait par exemple, chez les patients épileptiques, pour stimuler une partie du cerveau pour provoquer des hallucinations, soit en utilisant des drogues pour faire survenir des hallucinations. Et donc, ce sont des méthodes invasives. Et nous, on a réfléchi à une autre méthode non invasive et on s'est dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas voir si on arrive à provoquer justement ces hallucinations au laboratoire. Donc, avant cela, une étude longitudinale, ça veut dire avec un suivi des patients sur plusieurs années. Donc, c'est une étude qui a été faite par un de mes collègues en collaboration avec une équipe de Barcelone qui ont montré, en fait, comme je le disais, au tout début, quand on évalue les fonctions cognitives des personnes à 0 et 2 ans de distance, il n'y a pas de différence entre ceux qui ont des hallucinations mineures, ici en rose, et ceux qui n'en ont pas. Donc, ils ont un fonctionnement cognitif qu'on peut dire qui est similaire. Mais par contre, quand on les teste de nouveau 5 ans plus tard, il y a comme un décrochage. On montre que les capacités cognitives des patients qui ont ces hallucinations mineures, justement, sont beaucoup plus faibles, plus réduites que ceux qui n'ont pas d'hallucination. Donc, c'est un moyen aussi de montrer que ces troubles hallucinatoires qu'on dit mineurs sont à surveiller, sont à être étudiés, et ce lien avec la cognition est important, peut être établi. Et donc, la question était, est-ce qu'on peut détecter ces signes de déficit cognitif de manière précoce afin de limiter aussi leur impact dans le temps et au fur et à mesure que la maladie progresse. Et pour cela, on a développé une méthode qu'on appelle un test d'effort aux hallucinations, et notamment pour mesurer une sorte d'hallucination, c'est l'hallucination de présence. Et donc, c'est l'expérience qu'on a mis en place chez nous dans notre laboratoire, et Muriel
y a participé. Tu pourras en témoigner après. Donc, je vous explique un peu comment ça marche. Donc là, c'est une hallucination spontanée que quelqu'un avec la maladie de Parkinson peut avoir chez lui à la maison. Donc, on voulait reproduire cela en laboratoire. Et pour cela, on a développé un outil, un test avec un système robotique. Donc, vous avez ici un robot à l'avant et un autre, un robot qu'on a construit. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne, normalement qui a les yeux bandés et des casques sur les oreilles pour l'isoler du bruit environnant, de faire de petits mouvements en avant, en arrière, comme ceci, de deux manières différentes. En fait, le mouvement va rester le même. Il y a une condition. Quand ils font le mouvement devant, la touche dans le dos avec le robot arrive au même moment. On appelle ça une condition synchrone. Et c'est une condition normale que vous voyez ici. Donc, je fais le mouvement et je reçois une petite touche dans le dos au même moment. Par contre, quand on introduit un décalage au niveau du mouvement et de la touche dans le dos, comme ceci, donc je fais le mouvement, mais la touche arrive un petit peu plus tard. Et en répétant ce mouvement, en fait, on induit cette sensation de présence. Les personnes, après, qui ne savent pas à quoi s'attendre, après on leur pose des questions, nous disent avoir ressenti comme s'il y avait quelqu'un à côté ou derrière eux, alors qu'il n'y avait pas de place, parce que dans le laboratoire, l'appareil robotique est presque plaqué au mur. Donc, en faisant cette expérience de manière répétitive, on déclenche de manière faible cette hallucination de présence. Et nos résultats nous montrent que on a fait ça sur 2 séries de patients avec la maladie de Parkinson à 2 moments différents. Donc, les résultats nous montrent ici en rose que les personnes qui ont déjà des hallucinations de présence comme symptômes à la maison sont beaucoup plus sensibles à cette tâche robotique. Quand on leur pose la question s'ils avaient eu l'impression de sentir comme si quelqu'un était à côté ou derrière eux, ils répondaient positivement et de manière très distincte comparé aux personnes qui n'ont jamais connu d'hallucinations dans la vie de tous les jours et qui ont des réponses plutôt faibles. Et ceci a été reproduit sur une autre cohorte de patients qui montre à peu près les mêmes résultats. Donc, quand on a déjà des hallucinations mineures ou des hallucinations de présence, on est beaucoup plus sensible, on rapporte beaucoup plus cette hallucination induite par le robot en laboratoire, contrairement à ceux qui n'ont pas cette hallucination. Et je voulais aussi partager avec vous quelques réactions, quelques témoignages de personnes avec la maladie de Parkinson qui ont fait cette tâche. Muriel pourra aussi en parler après. Ah, je crois qu'il n'y a pas le son. Quelque chose derrière moi, quelqu'un, il n'y a pas la possibilité d'avoir quelqu'un. Je vais remettre la vidéo. Quand vous regardez un film qui fait peur, il y a eu un moment de montée d'adrénaline, c'est de me dire qu'il y avait quelque chose derrière moi, quelqu'un, il n'y a pas la possibilité d'avoir quelqu'un derrière. J'ai eu peur, un fantôme, une présence, quoi. Là, ça a changé, ou bien... Alors là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me... J'étais étonnée de voir les trois là. J'ai eu l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui me poussait le dos. Il me semble qu'il y a un certain moment... Donc voilà un petit peu le ressenti sans qu'on leur pose la question. Les patients qui rapportent comme s'il y avait quelqu'un, comme si quelqu'un d'autre leur touchait le dos. Et avec certaines personnes qui pensaient que c'était nous qui étions placés derrière eux. Donc à partir de là, sur cette première expérience qu'on a faite au laboratoire, on a pu recréer cette hallucination dans le laboratoire. On a pu la mesurer et on a pu distinguer 2 groupes de personnes avec la maladie de Parkinson, celles qui
ont déjà des hallucinations et qui sont d'autant plus sensibles à cette induction de cette hallucination en laboratoire, et celles qui n'en ont jamais eu et qui ne sont pas trop sensibles, voire pas du tout dans certains cas, à cette hallucination. Donc déjà, cet outil, cette méthode nous permet de distinguer les deux groupes de patients, mais aussi ça peut être un moyen de tester la susceptibilité d'avoir des hallucinations chez ces personnes, chez ces patients. Et donc, maintenant, la question était, quel est le lien avec les facultés cognitives? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour pouvoir montrer ou pas, s'il n'existe pas, ce lien entre le fait d'avoir des hallucinations mineures et le fait d'avoir des déficits au niveau de la cognition. Donc, on a testé aussi les patients qui ont participé à l'étude, les différentes facultés cognitives à travers un bilan neuropsychologique assez complet. Et on a dans cette étude 31 personnes qui présentaient ces hallucinations mineures et 37 qui n'avaient pas du tout d'hallucinations. Un des premiers résultats qu'on montre, en fait, comme rapporté dans la littérature, mais aussi comme le voient aussi les cliniciens, les médecins, les neuropsychologues, il n'y a pas de différence entre les deux groupes de patients avec hallucinations mineures et sans hallucinations mineures. Leur performance, finalement, reste similaire et c'est cohérent avec ce que l'on sait déjà. Par contre, quand on leur demande si elles ont des plaintes cognitives subjectives, malgré le fait que les tests ne montrent pas de déficit cognitif a priori, eh bien là, on remarque que les personnes avec la maladie de Parkinson qui ont ces hallucinations mineures ont des plaintes cognitives qui sont significativement plus importantes que les personnes qui n'ont pas d'hallucinations. Et ça, c'est déjà une donnée importante avec certaines répercussions dans la vie de tous les jours. Maintenant, comment mettre en lien le fait d'avoir des hallucinations et les capacités cognitives concrètes basées sur les performances? On a essayé d'analyser les données parce que ces personnes ont aussi fait cette tâche robotique. Et là, ce que vous voyez, c'est que plus les performances cognitives sont faibles, plus les personnes avec cette hallucination, ces hallucinations mineures, sont susceptibles aussi de répondre positivement à la tâche robotique, à savoir, elles ressentent aussi des hallucinations dans le laboratoire lorsqu'on fait le test avec eux. Donc, plus les déficits cognitifs sont importants, même si c'est subtil, c'est lié à cette induction d'hallucination qu'on a en laboratoire. Et ceci n'est pas le cas pour les patients, pour les personnes qui n'ont pas d'hallucination. Donc, en quelque sorte, ce résultat nous permet d'établir ce lien entre l'occurrence de ces hallucinations et les déficits cognitifs, même subtils, qu'on a pu obtenir à travers nos tests. Donc, pour résumer globalement les résultats que nous avons à l'heure actuelle, on sait que les plaintes cognitives existent, sont présentes chez les personnes avec ces hallucinations mineures. Elles sont de moins plus importantes chez ces personnes-là, bien que leurs performances aux tests neuropsychologiques plus objectifs ne sont pas si différentes finalement. Mais quand on met ces résultats ensemble avec cette tâche robotique qui induit, qui provoque des hallucinations, nos résultats sont beaucoup plus fins. L'analyse est beaucoup plus fine parce que on arrive à établir ce lien entre justement le fait d'avoir ces hallucinations mineures et de détecter ces troubles cognitifs spécifiques grâce à cette tâche robotique, et notamment des fonctions cognitives qu'on appelle les fonctions attentionnelles et exécutives. Donc, des fonctions qui sont très importantes dans l'organisation, dans la vie de tous les jours. Donc, en quelque sorte, maintenant, on doit pousser encore cette recherche plus loin parce que toutes nos patients, toutes les personnes qui ont participé ont aussi fait une IRM cérébrale. On aimerait bien continuer cette recherche et mettre en lien, en fait, aussi quels sont les réseaux neuronaux dans le cerveau qui sont en lien avec ces hallucinations et ces troubles cognitifs, pour essayer de voir si on arrive à détecter des signes avant-coureurs d'une forme plus sévère de la maladie qui soit associée à des hallucinations et un déclin cognitif qui pourrait être rapide finalement.
Donc ça, c'est la partie de la recherche que on a déjà effectuée ici au laboratoire. Certaines données sont encore en cours d'analyse, mais on est en train aussi de réfléchir à mettre en place d'autres types de recherches pour approfondir cela, notamment un suivi longitudinal des personnes. Donc, comme je disais, les hallucinations mineures arrivent très tôt. Elles sont liées à ces déficits cognitifs subtils, mais comment est-ce qu'on peut faire pour savoir comment ça va évoluer? Et donc là, l'étude longitudinale est intéressante, à la fois en laboratoire, mais aussi, pourquoi pas, un suivi à distance des personnes, des patients depuis chez eux. Et donc, on est en train de mettre en place une plateforme digitale à domicile pour pouvoir que les personnes puissent continuer à participer à la recherche depuis chez eux. Souvent, on est localisé à Genève, mais il y a des personnes dans toute la Suisse qui voudraient participer. Et c'est pas confortable de faire toujours le déplacement pour les tests. Et aussi, pourquoi pas, des personnes ailleurs, dans des pays francophones ou anglophones, qui pourraient participer à ces recherches afin qu'on puisse comprendre l'évolution de ces hallucinations, mais aussi de ces troubles cognitifs, isoler vraiment les facteurs de risque pour un dépistage précoce, pour essayer d'éviter que ça arrive avec la progression de la maladie. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, de transposer les tests neuropsychologiques sous forme électronique avec une plateforme sécurisée pour pouvoir suivre les patients à domicile et les solliciter, les faire participer aussi à la recherche, parce que finalement, pour pouvoir faire ces liens entre ces différents symptômes, on a besoin de participation massive des personnes pour pouvoir reproduire les résultats et confirmer ces résultats. Donc, j'arrive à la fin. Voilà un petit peu les messages que j'aimerais que vous reteniez. Que les hallucinations sont une réalité dans la maladie de Parkinson, que ça peut atteindre jusqu'à 60% des patients. Dans le sondage qu'on a fait, donc vous étiez environ 55, un petit peu plus de 55 à répondre oui finalement, et que ces hallucinations mineures représentent aussi un risque important pour le développement de ces troubles cognitifs, et que ces troubles cognitifs, même si ils ne sont pas objectivés dans un premier temps à travers les tests neuropsychologiques, il faut tenir compte de ces plaintes subjectives des patients et notamment proposer un suivi plus régulier de ces troubles subjectifs afin de voir à quel moment en fait ça commence à s'objectiver avec les tests. Et bien sûr, parler à son neurologue si on a des hallucinations, mais aussi des plaintes cognitives, pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut auprès de ces personnes afin d'avoir un suivi régulier sur ces aspects. Et donc, j'ai parlé aussi de cette plateforme pour essayer de faire aussi de la recherche à distance. Ça, c'est un aspect important parce que la recherche, c'est ce qui nous permet aussi d'apporter de nouvelles connaissances, de confirmer des résultats, de confirmer des intuitions qui, au départ, finissent par se concrétiser en résultats fiables. Et toute cette recherche autour des hallucinations et des troubles cognitifs ne sont pas uniquement pour mieux comprendre les différents mécanismes qui provoquent cela, mais c'est aussi dans la réflexion pour pouvoir, si on a des résultats fiables et reproductibles, ça nous permet aussi de développer des approches dans ce qui nous concerne non pharmacologiques pour ralentir la progression de ces hallucinations. Comme elles surviennent plus tôt, on espère pouvoir développer des méthodes pour pouvoir s'y attaquer plus tôt et faire en sorte qu'elles ne progressent pas vers des hallucinations plus structurées ou des choses beaucoup plus graves. Et bien sûr, on réfléchit aussi en parallèle à des pistes thérapeutiques pour limiter aussi les troubles cognitifs. Et pourquoi pas aussi renforcer les méthodes existantes comme la réhabilitation cognitive,
les thérapies cognitivo-comportementales ou même des exercices sur ordinateur pour essayer de stimuler et de renforcer les facultés cognitives. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention et j'essaierai de répondre à vos questions. Si vous souhaitez aussi me contacter, j'ai mis mon adresse email ici. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gévita. Alors, on a beaucoup de questions, mais j'aimerais un peu, voilà, avoir l'expérience de Muriel. Hein. On sait que vous avez participé à l'étude. On sait à quel point c'est important de participer à ces études. Hein. S'il n'y a pas de participants, la recherche n'avance pas. Est-ce que vous pouvez me dire un peu votre expérience dans la participation de cette étude et ce que ça vous a amené? Est-ce que ça a permis de mettre en place des choses, comme Gévita pouvait le dire? Oui, tout à fait, c'est ça qui est le plus important d'ailleurs. Donc moi j'ai participé donc j'avais en début de traitement des hallucinations de passage. J'avais l'impression quand peut-être un papillon ou un animal passait sur le côté alors qu'il n'y avait manifestement rien. Et donc ça m'a permis d'être incluse dans cette étude et j'ai fait l'expérience du robot qui tape sur l'épaule. Et pour moi, c'était assez impressionnant parce que je savais pertinemment bien qu'il y avait personne derrière, mais j'avais le sentiment qu'il y avait quand même quelqu'un. J'ai jamais imaginé que quelqu'un pouvait venir, mais je ressentais comme une présence. Et donc, j'ai mis en place beaucoup de choses. J'ai fait de la méditation pleine conscience, j'ai fait de la danse aussi, du chant. Euh, j'ai surtout pu bénéficier de rééducation, donc d'une part avec une neuropsychologue et puis avec une orthophoniste qui était sensibilisée à la maladie de Parkinson et surtout aux troubles neurologiques. Donc cette orthophoniste était vraiment accessible et puis elle habite près de chez moi. C'était quelque chose de facile à mettre en place. Elle m'a donné aussi beaucoup d'astuces pour pallier à ces difficultés. Et je continue chez moi à faire un tas de choses par rapport à ça. Oui, en fait, c'est une question qui est revenue beaucoup dans les questions. C'est voilà, maintenant vous arrivez à les détecter et tout, mais une fois qu'on les a détectés et qu'on sait que ça peut être lié à une aggravation, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Est-ce qu'il y a des processus de rééducation qui sont mis en place pour réduire ces troubles cognitifs? Donc c'est vraiment une étape de la recherche. Hein. Des fois les gens ils disent ben, à quoi ça sert d'en faire si on de mieux connaître si après on n'a pas de solution. Mais en fait, quand on connaît mieux, après on peut appréhender et trouver des solutions. Donc c'est vraiment des choses qui vont à côté. Donc est-ce que Ouais. vous, en parallèle, justement, vous mettez sur place un suivi? Alors vous avez parlé de suivi longitudinal, hein, c'était une des questions. Mhm. Mais est-ce qu'il y a vraiment des processus de rééducation ou bien d'aide, ben, comme on le dit aussi pour la maladie d'Alzheimer, hein, de faire plus de tests, de faire plus de lectures, ça peut quand même réduire les troubles. Est-ce que c'est pertinent aussi dans ce cas-là? Alors, il y a plusieurs choses qu'on fait. Donc, pour rappel, on est un laboratoire de recherche, mais on travaille étroitement avec tous les médecins qui nous adressent les personnes pour participer à nos recherches. On a toujours fait un compte rendu, Muriel peut aussi en témoigner, des tests que nous avons faits, même des évaluations cognitives et la présence d'hallucinations ou pas chez certains, aux médecins, mais aussi aux personnes, aux patients que nous rencontrons. Ensuite, on peut, comme on est dans un cadre de recherche, on ne peut pas faire tant de recommandations pour dire maintenant vous devez faire ceci ou prendre cette direction, il y a ça et ça comme piste. On est strictement dans la recherche, mais ça ne nous empêche pas quand on discute avec les patients qui sont déjà bien informés des choses qui existent,
de comment stimuler un peu la cognition à travers différents exercices. Les interactions sociales aussi sont importantes. Il faut les maintenir et essayer de faire de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages. Ça renforce aussi les fonctions cognitives. Et à côté de cela, comme je le disais, on a des pistes thérapeutiques qui sont en réflexion pour pouvoir les tester en laboratoire. Donc, pour le moment, il faut d'abord établir la compréhension de comment arrivent ces hallucinations et à quoi ils sont dus et comment elles sont liées à ce système cognitif pour pouvoir agir dessus. Donc, on ne peut pas aller un peu à l'aveugle pour dire c'est telle fonction ou c'est tel aspect qu'on peut cibler pour une piste thérapeutique. Donc, la recherche reste un outil important afin de nourrir la pratique clinique, afin de donner des pistes de thérapie aux médecins, aux neuropsychologues, aux logopédistes, etc. Donc, c'est encore quelque chose qui est à l'étude. Il y a je sais que dans certaines structures hospitalières, il y a des choses qui existent. La stimulation, la remédiation cognitive avec des tests ou des jeux qui sont informatisés où on a un entraînement, des exercices pour stimuler, pour apprendre de nouvelles choses, etc. Après, à quel point il y a un suivi qui est fait pour vous noter la progression des performances ou la diminution des performances. Donc ça, c'est quelque chose que les thérapeutes sauront répondre et mettre en place pour pouvoir suivre ces patients. Mais nous, dans la recherche, on essaie de trouver des moyens non médicamenteux. Par exemple, pour les hallucinations, on a réfléchi à des systèmes qui existent déjà, par exemple, dans d'autres types de maladies, qu'on appelle le neurofeedback, où on apprend aux patients à gérer où on peut mesurer leur activité cérébrale en IRM ou en EEG avec l'électroencéphalographie, et on les entraîne à agir dessus pour pouvoir, par exemple, augmenter une capacité ou diminuer quelque chose, en l'occurrence, là, les hallucinations. Mais ce sont des choses qui restent encore à l'étude. Donc, on a besoin de participation des personnes qui sont concernées pour pouvoir consolider les résultats et établir une feuille de route thérapeutique si les résultats nous montrent que ça marche et que c'est positif. Merci. Alors, évidemment, comme je m'y attendais, on a beaucoup de questions qui sont très, très cliniques, hein. Je vais quand même vous en poser quelques-unes parce que, voilà, il y en a certaines qui sont très redondantes, qui reviennent un peu de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui demandent, en fait, si les hallucinations peuvent être considérées aussi comme un symptôme qu'on dirait très précoce de la maladie prodromale, comme on parle dans c'était des fois d'apathie ou de constipation. Est-ce qu'on pourrait considérer que les hallucinations peuvent être un symptôme prodromal, les hallucinations mineures? Oui, on peut les considérer aussi comme un symptôme prodromal. Il y a quelques études qui ont été faites là-dessus, qui ont recensé justement les hallucinations mineures, du coup, comme survenant des années avant les premiers signes moteurs. Donc, effectivement, ça peut aussi démarrer avant le début des symptômes moteurs. Et souvent aussi en lien avec les troubles du sommeil. D'accord, oui, bien sûr. Et en fait, vous disiez qu'il n'y avait pas grand-chose contre les hallucinations. En réalité, enfin, quelqu'un nous écrit pour dire que voilà, certaines personnes ont prescrit de la clozapine. Oui, j'ai Il- dit qu'il y avait peu de traitements efficaces. Je n'ai pas détaillé, mais effectivement, il y a la clozapine, il y a certains antipsychotiques qui sont prescrits. Les études montrent une certaine efficacité, mais aussi le contraire. Donc, c'est vraiment, ça dépend, il y a beaucoup de variabilité entre les patients, entre les personnes. Et ce qui est aussi rapporté dans la littérature scientifique, c'est que ces médicaments provoquent aussi pas mal d'effets secondaires et peuvent agir aussi sur la cognition.
Donc, il n'y a pas de consensus, je pense, là-dessus, mais là aussi, c'est vraiment la recherche qui va apporter ces réponses. Et donc justement, cette personne demandait si la clozapine pouvait aider dans les troubles cognitifs, mais en fait, en réalité, ça peut les aggraver, d'après ce que vous dites. Dans certaines études Non, que j'ai pu oui. voir, oui. Mm. Et une autre question un peu clinique encore, est-ce que vous savez s'il y a des études sur le lien entre le dosage des médicaments et l'apparition d'hallucinations? Vous avez dit que ça pouvait être en lien avec la maladie ou les médicaments. Donc voilà, des personnes pensent que lorsqu'on a augmenté trop leur dosage, il y a des apparitions d'hallucinations qui arrivent. Et donc si on diminue, par contre, c'est au détriment de l'amélioration des symptômes moteurs. Donc il y a toujours un équilibre entre les deux. C'est documenté qu'en réduisant certaines classes de médicaments, notamment les agonistes dopaminergiques, les hallucinations peuvent diminuer. Donc, ce que j'ai dit pendant la présentation, c'est qu'on pense que les hallucinations sont intrinsèques à la maladie, mais que ça peut être exacerbé par les médicaments. Les personnes que nous avons et dans la littérature rapportent une baisse des hallucinations après la diminution du dosage pendant un certain temps, mais après, ces hallucinations peuvent revenir également. Et on a conduit aussi une étude qui n'est pas encore publiée et qui est en cours de rédaction, où on a fait venir les patients avec leur traitement habituel. Ils ont fait le test du robot qui mesure cette sensibilité aux hallucinations et ils sont revenus de manière aléatoire. En fait, on a randomisé une fois avec leurs médicaments, leur traitement normal et une fois sans les médicaments. Et donc, nos résultats ont montré que effectivement, quand ils viennent avec leur dosage habituel, la sensibilité aux hallucinations est quand même un peu augmentée. Donc, on ne dit pas que les médicaments n'ont pas du tout de rôle, mais on pense qu'il y a une sensibilité plus accrue qui est présente. D'accord. Et j'ai une question là qui est par contre directement liée à votre recherche. Et la personne se demande comment vous mesurez les plaintes cognitives subjectives à partir d'entretiens ou de questionnaires, parce que vous Alors, avez... exactement. Donc, à partir d'entretiens, où on demande dans la vie de tous les jours s'ils ont telle ou telle difficulté. Parfois, sans poser la question, on leur demande quelles sont les difficultés qu'ils peuvent ressentir dans la vie de tous les jours. Et après, il y a un questionnaire qui vient du Movement Disorder Society, qui est spécialisé dans les troubles du mouvement, qui propose aussi des questionnaires et une question sur les facultés cognitives dans la vie de tous les jours. D'accord. Je suis désolée, on a vraiment beaucoup de questions qui sont très, très cliniques, donc je suis en train un peu de passer dessus. Je sais que je vais frustrer beaucoup de personnes. J'aimerais poser une question à Muriel. Est-ce que c'était une évidence pour vous de participer à ces essais cliniques? Est-ce que vous saviez déjà avant que vous aviez des hallucinations ou vous les avez découvertes avec l'étude? Voilà, juste un peu de démontrer l'importance de participer à ces études pour justement faire avancer la connaissance. Je pense que c'est un bon témoignage à avoir. Pour moi, c'était important de participer à cette recherche. Par contre, j'appréhendais beaucoup les résultats. J'avais pas envie de savoir que j'étais à risque de développer une démence. Et la façon dont j'ai été interrogée, tout ce tout ce que j'ai pu mettre en évidence dans mon fonctionnement cognitif m'a vraiment beaucoup aidé après à surmonter ces difficultés, à trouver des solutions pour y pallier. Et je pense que maintenant, elles ont même diminué. D'accord, donc vous avez réussi à mettre en place des choses pour les Oui, oui, diminuer. oui, oui. Donc mais c'est vrai que quand on parle d'hallucinations, de troubles cognitifs, c'est toujours assez effrayant. Et donc c'est important de faire ce type de recherche pour vraiment mieux les comprendre et essayer de trouver des solutions. Euh, Mais je vais, l'équipe m'a vraiment mise en confiance et ça, c'était vraiment super. Et et maintenant, j'attends même le téléphone de suivi des assistants de recherche. d'accord, donc si on vous propose de continuer, vous aurez aucun doute et ce sera Bien sûr. facilement que vous continuez Mhm. l'étude. Mhm. Moi, je tenais à remercier parce que on avait diffusé un questionnaire de Gevita auprès de
de nos adhérents, des personnes en France, et je pense qu'il y avait eu des réponses. Donc vraiment, merci à toutes ces personnes qui avaient répondu. Une des questions, c'est est-ce que même en France, on pourrait participer à des études sur la plateforme? Je pense que vous y avez répondu. Oui, effectivement. Donc, on se rapprocherait de vous en temps et lieu pour vous proposer cette étude. Donc là, on est vraiment dans cette phase de développement et on attend aussi la clarification au niveau de comité d'éthique pour pouvoir lancer cette recherche en ligne à distance. Et ceci sera fait de manière complètement anonyme. Donc, à travers France Parkinson, mais aussi d'autres organisations, on enverra un lien tout est fait de manière automatisée pour que chacun puisse, à partir de chez lui ou de chez elle, participer à la recherche. Et je vais vous poser une dernière question parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport aux aidants qui se trouvent devant des personnes qui ont des hallucinations. Alors évidemment, c'est pas la thématique de la recherche, mais est-ce que vous auriez des conseils pour les aidants qui se trouvent un peu démunis face Confronté, à ouais. leurs proches qui peuvent avoir des hallucinations? Oui, c'est une question qui revient très souvent parce que parfois les patients reviennent accompagnés aussi de leurs proches. Souvent, certaines personnes, certains proches aidants ne voulaient pas forcément savoir ou insister pour dire à la personne que ce n'est pas réel, que ce n'est pas vrai et il ne faut pas s'y attacher, il ne faut pas y croire. Donc, moi, ce que je leur dis toujours, c'est il faut les écouter, faut accepter le fait que cette hallucination est réelle pour ces personnes-là. Donc, on peut pas. Moi, je leur conseille d'éviter de dire non, c'est pas vrai, il faut arrêter, parce que c'est pas quelque chose qu'ils peuvent arrêter justement. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Donc, le fait de montrer une certaine compréhension et de dire oui, je te crois, je sais que tu as ce genre de phénomène, ça aide déjà beaucoup les patients. Ils se sentent aussi en confiance pour partager après ces hallucinations et pas seulement avec leurs proches, mais aussi avec les médecins, les thérapeutes, parce que souvent ils n'osent pas non plus en parler aux médecins, aux soignants, de peur justement du tabou qu'il y a autour de ça et de la maladie psychiatrique. Or, les hallucinations dans le Parkinson est très différent. Euh, c'est très différent de ce qu'on retrouve dans d'autres maladies, où les patients conservent en quelque sorte leur capacité de discernement également. Ils sont capables de critiquer ces hallucinations et ça, c'est important aussi pour les proches de comprendre que ce soit quelque chose de réel pour eux et de croire ce qu'ils racontent et de les écouter décrire ces hallucinations. Je vais juste lire un témoignage là d'une personne qui disait qu'elle avait eu beaucoup d'hallucinations, notamment au réveil le matin ou après s'assoupir devant la télévision. Et cette personne dit qu'elle a installé une caméra pour filmer ce qu'elle voyait et qu'en fait, en filmant, elle se démontrait à elle-même qu'il n'avait rien et que ça l'avait aidé à convaincre son cerveau qu'en réalité, il n'y avait rien et que c'était bien des hallucinations. Donc voilà, il y a aussi des trucs et des astuces. Et une dernière question, après on a déjà dépassé le temps de plus de 10 minutes. On demande quel type de danse Muriel fait. Du chant à danser breton. Ah d'accord, ok. Donc voilà, c'est noté. Euh, Ça stimule la mémoire, la coordination. C'est dans une ambiance assez sympathique et bienveillante aussi. Donc, voilà. donc on a compris la Et bienveillance, l'empathie, le lien social. tout à fait, oui. Et puis le rythme, les virelangues aussi dans les chants D'accord, et donc le rythme dans les pas. Oui. j'espère que Cette cette personne... activité a un bienfait sur la cognition en général. Oui, je pense que si on peut avoir un mot de la fin, c'est avant tout éviter de s'isoler quand c'est Mhm. possible.
d'en parler, hein. Vous parlez des aidants et de pas essayer de dire que voilà, ça n'existe pas, c'est seulement dans ta tête, mais plutôt d'accompagner pour délier les langues, pour permettre d'en parler, parce que c'est en parlant qu'on va pouvoir trouver des solutions, pouvoir faire avancer la recherche et améliorer la qualité de vie. Je pense alors on a beaucoup de questions très cliniques, donc on va les noter, on va essayer de se rapprocher de nos amis neurologues pour répondre un peu plus à toutes ces questions qui sont beaucoup plus cliniques et qui étaient pas, voilà, qui sortent un peu du domaine de la recherche, mais on n'oublie pas toutes les personnes qui nous ont posé des questions. On va vraiment essayer de faire un document et d'y répondre. Euh, donc voilà, je vous invite vraiment, comme je l'ai dit au début, d'aller. Alors déjà, je voulais remercier Gévita et Muriel vraiment beaucoup Merci à pour vous. ça. On a eu beaucoup, beaucoup de monde, hein. On a encore 330 personnes qui sont connectées. Donc c'est vraiment des sujets d'intérêt. On est ravis de voir que c'est important de faire ces choses-là. On va essayer de le faire plus souvent. Je voulais vous dire de vraiment de pas hésiter d'aller sur notre site internet, sur les pages actualités. On essaie de un peu de parler des actualités. Vous pouvez y trouver des réponses. On essaie d'expliquer les choses dans un langage plus adapté à tout le monde. Et je vous invite à notre prochain rendez-vous. Là, on arrive au mois d'avril, donc on a beaucoup d'événements avec tous nos comités au travers la France. Donc, on va un peu faire plus doucement. On vous invite le 25 juin à 17h30 et on aura le professeur David Devos qui va nous parler de dopamine et de la recherche qu'il fait, lui, clinique, sur la dopamine, notamment la dopamine intraventriculaire. Donc, merci à tous d'avoir participé, si nombreux. Merci encore beaucoup, Gévita et Muriel, Merci à d'avoir vous. participé Merci. ensemble au même endroit. C'était important de vous voir toutes les deux ensemble aussi. Ça démontre le lien qu'a pu créer aussi cette activité de recherche entre les personnes participants et les chercheurs, et c'est très important. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde également. Au Merci. revoir. Au revoir.